On était justement sur le tribunal, et là on va aller faire un petit tour du côté de la Cour pénale internationale qui se penche aujourd'hui sur les cyberguerres et surtout les crimes potentiellement orchestrés sous la forme de cyberguerre. Et ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Je vous mets l'URL là de l'article sur le Twitch, dans le chat, et si jamais ça vous intéresse et que vous êtes sur YouTube, vous l'avez aussi là dans le descriptif. C'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est simple, la Cour pénale internationale, le CPI, à la base, voilà, c'est à partir de la Convention de Genève, poursuit en justice tout ce qui va correspondre aux crimes de guerre physiques. Massacre, assassinat, génocide, bref, ils sont là pour tenter de punir ce qui doit l'être. Ça, c'est super important. Eh bien, complètement fou, Karim Khan, qui est, on va dire, le grand patron du CPI, eh bien, il a expliqué qu'il va être maintenant possible de poursuivre aussi des actes de cyberguerre ayant pu orchestrer de véritables problèmes, comme par exemple l'attaque d'hôpitaux, l'attaque de structures énergétiques, l'électricité, l'eau, bref, qui a pu mettre en danger non pas des soldats, mais mettre en danger clairement le public, clairement des citoyens, clairement des civils. Et ça, c'est quand même une grosse nouveauté, les amis. Ça s'était jamais vu. Et Karim Khan l'a expliqué dans un article, vous retrouverez d'ailleurs le lien sur Zataz, dans l'article que je vous ai mis là dans le lien. Voilà, c'est lui, Karim Khan. Il le dit très clairement. Aujourd'hui, voilà, il faut poursuivre aussi ces cyberattaques qui ont eu pour mission, clairement, potentiellement, de perturber un pays, mais potentiellement tuer des gens. Ah, ça peut aller très très loin, mais effectivement, si on s'attaque à un hôpital, et quand on voit le nombre de centres hospitaliers se faire cyberattaquer, il n'est pas impossible de se dire que, une cyberguerre, comme on en voit, et moi ça fait plus de 30 ans que je suis dans le sujet, c'est pas la première et ça sera pas la dernière. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que des pays l'ont utilisé. La Russie a clairement utilisé des moyens technologiques pour lancer sa guerre. L'Ukraine a clairement répondu aussi à la Russie par des cyberattaques. Souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. J'avais infiltré les 2 cyberarmées en février de l'année dernière, au moment où cette guerre était lancée, pour voir un petit peu ce que faisaient ces gens, quels qu'ils soient, activistes, pirates, profiteurs, bref. Voilà, ceux qui lancent des DDoS et qui bloquent un hôpital, un centre de secours, et quand ce sont des mômes, ce ne sont pas des soldats. Ils l'ont même pas fait, en plus à la demande d'un pays, ils ont voulu juste participer à une manifestation, on va appeler ça comme ça, si c'est pas vraiment le bon terme. Bref, ils ont voulu faire de l'activisme avec du grand H. En tout cas, je vous laisse lire l'article, il est passionnant, très intéressant donc du coup que la Cour internationale s'intéresse à la Cour pénale internationale s'intéresse à ce sujet. Maintenant, voir si véritablement ça sera possible de mettre un doigt précisément sur des actes. Bon, là, je vous cache pas qu'il y a certains éléments qui ont été mis en avant par des chercheurs américains c'est les Russes, on en a les preuves qui ont attaqué. C'est tellement compliqué d'avoir des preuves dans ce milieu. Tiens, on parlait de pirates informatiques, on va aller... juste un petit hommage, je trouvais important de le faire. Kevin Mitnick, dit le Condor, qui a été le plus médiatique des pirates informatiques, soyons très clairs, celui qui, dans les années 80, a fait couler pas mal d'encre, a fait couler beaucoup de dossiers du FBI, a été précurseur, entre guillemets, du social engineering, l'étude sociale d'une cible avant d'attaquer son ordinateur, et il est décédé d'une grave maladie, soyons très clairs. Il devait devenir papa là, en plus, je vous le raconte pas. 59 ans, ce qui est quand même jeune, et donc du coup, salut Meme62, welcome à toi. Voilà, il est décédé, et donc j'en ai fait un petit hommage parce que moi je le connaissais pour l'avoir rencontré plusieurs fois. D'ailleurs, je vous ai mis l'URL là dans le chat sur Twitch et sur YouTube bien sûr. Vous l'aurez dans le descriptif. Bon voilà, je voulais parler un petit peu de ce bonhomme qui
voilà, il a purgé sa peine. Il a ensuite lancé sa société de cybersécurité, puis voilà, il s'est associé, etc. Il faisait énormément de conférences. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à Las Vegas, à Lille aussi, dans le nord de la France. D'ailleurs, j'ai raconté toute l'histoire, celle qui était un petit peu underground, on va l'appeler comme ça, hein, autour de son arrestation avec les différents groupes de pirates de l'époque, qui étaient... voilà, c'était pas la même période, soyons très clairs. Les films qui ont été tournés sur lui, le bouquin, et puis je vous ai mis aussi quelques petits éléments quand je l'ai rencontré. D'ailleurs, je crois même que j'ai diffusé une petite photo il y a pas très longtemps. Ça, c'était sa carte de visite. Ça, c'était sa carte de visite pour du lockpicking. C'était plutôt rigolo. Voilà, beaucoup de gens la cherchaient, cette carte, hein, je vais être très honnête avec vous. Et pour ceux qui sont curieux, je dois le mettre à jour parce que j'ai enfin retrouvé la photo d'un jour d'une conférence où pendant qu'il était en train de faire son boulot, nous, on avait réussi à accéder aux valises des participants et dans lequel on expliquait que le social engineering, il est de pouvoir accéder à ces valises pour potentiellement faire de vilaines choses si on était de vilains gens, ce qui n'est pas le cas, mais comme par exemple mettre des choses que des chiens pourraient détecter dans un aéroport, ou alors tout simplement placer des objets ou en voler. Bref, c'était aussi ça le social engineering. Voilà. Un grand bonhomme, enterré à Las Vegas, et en tout cas un grand de l'histoire du hacking, de la cybersécurité. Il y en a eu beaucoup d'autres avant lui, il y en aura beaucoup d'autres après lui, mais il a marqué l'histoire et c'était important de lui rendre un dernier hommage. Alors justement, quand on vous parle de tout est possible, il y a eu là, il y a quelques semaines, il y a eu la DEFCON à Las Vegas. Alors pour ceux qui ont pu suivre ça un peu en live, j'ai pu vous diffuser quelques gouttelettes, hein, soyons très clairs, c'était un peu compliqué, le temps, etc., etc. Mais surtout, ce qui est fou, c'est de se dire que quelques semaines après la DEFCON, la grande messe économique et commerciale du hacking, de l'ethical hacking à l'américaine, hein, donc c'est plus du tout comme c'était il y a 20 ans, mais toujours est-il que on pourrait se dire, bon, ils sont un peu au fait, il y a des casinos, c'est quand même blindé de caméras, de sécurité, etc., etc. Donc, tout devrait aller dans le meilleur des mondes. D'autant plus que l'un des hôtels, l'un des groupes hôteliers, la MGM Resorts, n'est pas né de la dernière pluie et a connu un problème de cybersécurité loin d'être négligeable. Nous étions en 2019, voilà, sur les internets, un pirate diffuse sur Red Forum à l'époque une base de données de 10 millions de clients. Il annonçait quand même plus de 150 millions de données appartenant à des clients. La base de données sera diffusée, hein, Zataz l'avait expliqué en exclusivité d'ailleurs à l'époque, en 2020. Elle avait été diffusée ensuite gratuitement. Bref, on aurait pu se dire que la MGM était blindax côté Securitax. On est d'accord ? Sauf que se passe-t-il ? Je vous mets d'ailleurs l'URL dans le chat sur Twitch et vous retrouverez ça dans les rediffusions vidéo là sur YouTube, dans le descriptif. Ah bah depuis ce matin, c'est plus la grande forme, hein, soyons très clairs. Regardez, même d'ailleurs, on va aller voir s'ils ont corrigé le site, ce que je doute. Hein. C'est simple, hein, depuis ce matin, il y a ça à l'écran. Je vais vous le zoomer un peu, le truc. Bah, c'est simple, hein, une attaque de ransomware contre MGM Resorts, au point que plus rien ne fonctionne. Site HS. Les gens dans les hôtels ne pouvaient même plus rentrer dans leur chambre parce que les lecteurs de cartes fonctionnaient plus. Ils ne pouvaient même plus payer leur restaurant. Enfin voilà, le bordel XXL. Alors, on s'excuse pour le petit inconvénient.
Alors, pour le moment, on ne sait pas trop qui a attaqué. On ne sait pas trop quel est le groupe de ransomware véritablement derrière l'attaque. Allez, cette fois, c'est la quille. Bonne soirée à toutes et à tous. Des gros bisous, mon Corette. Content d'être passé, content de t'avoir vu. Des bisous. C'est fou. La MGM Research International est en train d'expliquer que tous ces hôtels, ils ont un petit problème parce qu'il y a un ransomware derrière. Il y a clairement un ransomware qui est attaqué et merci pour votre patience. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir savoir jusqu'où les pirates ont pu se rendre, ce qu'ils ont pu voler, potentiellement. On va pas se leurrer, hein, s'ils ont pu avoir accès à des données importantes au point que ça bloque les ordinateurs dédiés aux chambres, dédiés aux casinos, dédiés aux restaurants. On peut présumer qu'ils ont tout bloqué à la MGM pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu infiltration encore plus poussée, hein, parce que la problématique, elle est là, hein. Ils arrivent à arrêter le pirate, et puis maintenant, il va falloir voir par où ils sont passés. Est-ce qu'ils sont restés? Qu'est-ce qu'ils ont pu piéger? Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont pu exfiltrer? Etc. etc. Bref, écoutez, il y a des géants hein, sur Internet, et dans la vraie vie, on se rend compte qu'avec le numérique, on est tous des géants au pied d'argile. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de number one. On est juste de potentielles victimes à des gens qui ont besoin, en plus d'avoir une chance une seule fois. Quand je le dis au départ de l'émission, dans le disclaimer, les génies informatiques, ça n'existe pas. Grand hacker, grand pirate, ça n'existe pas. Il suffit qu'ils aient la chance une seule fois. Une seule. Je vais finir avec deux découvertes que j'ai faites là pendant les vacances, pendant ce mois de juillet et ce mois d'août. Des découvertes qui font partie du protocole ZATAZ. Hein. Donc pour rappel, le protocole ZATAZ, c'est quelque chose qui est fait bénévolement depuis 30 ans. On trouve, ou je trouve, une fuite de données. Il n'y a jamais d'audit. Il n'y a jamais de pentest sauvage. C'est strictement interdit, je vous le rappelle en plus. Non, c'est voilà, une découverte par un moteur de recherche, par un élément qu'on voit apparaître sur Internet, bref. Le protocole d'alerte a pour mission d'alerter qui de droit, pour le montrer du doigt plutôt, mais surtout pour lui dire, voilà, vous avez ce problème-là, corrigez-le. On demande rien, pas d'argent, un merci, si ça peut t'arracher la tronche, n'hésite pas à le faire, on demande pas d'argent, pas de bug bounty, etc. Bref, cybercitoyen depuis le début, ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça. Là, je contacte donc cette société qui faisait dans le trading, dans le marketing, dans la gestion monétaire, bref, du business et beaucoup de blabla. La même société, en fait, cachée dans les trois sites web. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets l'URL, comme ça vous aurez le nom de cette société. J'ai découvert, en fait, que leur blog sauvegardait l'intégralité des PDF et des JPEG, des documents photographiques faits par les clients de ces sociétés. Grosso modo, les clients, pour prouver leur identité, se prenaient en selfie avec leur tête et leur pièce d'identité, et eux, gardaient tout ça dans un dossier sur leur blog, comme si de rien n'était. Je vous cache pas que ça mérite des claques. Je les ai alertés, et au paradis, je découvre et je me rends compte 15 jours plus tard qu'ils avaient corrigé, mais ils ont oublié de dire merci. Voilà. Alors, on va mettre ça sur le compte du fait qu'ils étaient peut-être basés dans un pays étranger.
soit. L'anglais étant universel. L'espagnol, ils pouvaient aussi se lâcher un petit peu. Bref, ils n'ont pas dit merci. Ils ont corrigé. Par contre, ils ont corrigé sans aucun problème. Moi, je suis tombé dessus totalement par hasard. Comment ? En tapant simplement le nom d'une ville dans un pays d'Amérique du Sud. Et je suis tombé sur le 3e lien dans Google qui me renvoyait sur un PDF. N'étant pas né de la dernière pluie, je n'ai pas cliqué, vous en doutez bien. J'ai cliqué sur le cache de Google et là j'ai vu tout le dossier comprenant des milliers et des milliers de pièces d'identité. C'était quel site ? Allez, balance. Bah c'est simple, Voice, tu vas lire dans l'article. J'ai cité les 3 sites, mon ami. Bon, ils ont corrigé depuis, pas d'inquiétude. J'ai fait effacer le Google Cache parce que vous doutez bien, ils avaient oublié. Allez, je vais finir avec une dernière découverte. Cette-ci est plutôt dans le dark web, du côté d'un black market que j'ai pu infiltrer avec le service Veizataz, qui est là la partie autre que le blog. Le service Veizataz, si ça vous intéresse d'ailleurs, vous tapez veizataz.com et là c'est la société Zataz qui fait de la cyberintelligence, qui recherche de l'information pour qui le souhaite. Et là, dans ce cas-là, que s'est-il passé ? Eh bien, un truc complètement fou. J'ai réussi à piéger un mec qui commercialisait, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets l'URL, hop, je vais le chercher de ce pas dans la petite barre qu'on appelle du navigateur. Tiens, voilà, je te le mets là sur Twitch, tu l'as dans le chat et si ça t'intéresse, tu le retrouveras bien sûr sur YouTube, là juste en bas dans le descriptif. Que s'est-il passé ? On a un pirate informatique dans un espace russophone qui est en train de mettre à disposition, à la vente, 2500 bases de données qu'il a volées, explique-t-il, à des entreprises de 2022 à 2023. Ce qui est complètement fou, c'est que le mec commercialise, et par des moyens tout à fait légaux, je vais être très honnête avec vous, juste du social engineering et de la chat sur Telegram, on a réussi à récupérer, j'ai réussi à récupérer l'URL de son espace que j'ai appelé moi Alibaba et les 40 voleurs. C'est simple, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un espace cloud basé dans un point RU en Russie, dans lequel il y a toutes les bases de données qu'il a pu ponctionner, exfiltrer de 2022 à 2023. Alors là, je ne vous cache pas qu'il aurait suffi de cliquer pour pouvoir y accéder, mais ça vous montre qu'ils n'arrêtent pas, jamais, qu'ils ont besoin de plus en plus de cash, ces pirates informatiques, quel que soit le pays, je vais être très honnête avec vous, même si les pirates russes en ont peut-être un petit peu plus besoin que d'autres en raison de la politique mise en place par leur président, qu'ils soutiennent tous et toutes mordicus, mais ça montre surtout qu'ils continuent à cyberattaquer, qu'ils continuent à se faire de l'argent. Je dirais pas beaucoup d'argent, mais à se faire de l'argent. Imaginez une base de données comme celles qui sont là en capture écran que j'ai pu vous produire pour cet article. Allez, entre 10 et 100 $ pièce, il y en a 2500, bon bah ça fait un petit peu de cash. Ce qui est intéressant, c'est que les crypto-monnaies aujourd'hui étant devenues des éléments facilement traçables par certaines autorités, dont le FBI, ils savent plus trop non plus comment pouvoir commercialiser tout ça. Mais en attendant, ce sont des données qu'ils ont dans les mains, et ces données, eh bien c'est les nôtres potentiellement, les vôtres, les miennes, celles de nos familles, de nos amis ou de ces inconnus. Et le business continue, le business de la malveillance continue.
Alors ces données pas comme les autres, c'est simple, hein, mais c'est simple surtout. D'ailleurs, je vais vous mettre l'URL dans le chat. Eh bien, on a un pirate informatique qui, après l'infiltration d'une société dédiée aux jeux vidéo, hein, d'accord, Dit Games, ben c'est simple, hein, le mec a tout volé. Il a tout volé de cette société, dont des données que je trouve encore plus sensibles, parce que cette société fait aussi des jeux pour les casinos. Et donc, dans ce qu'il a volé, il y a les algorithmes, il y a comment ça fonctionne pour la redistribution de l'argent, et puis avoir accès au code source de ce genre de matériel, c'est loin d'être négligeable. Alors, j'ai découvert le lieu où il diffusait ça, donc il diffuse des torrents, il en diffuse énormément, soyons très clairs. Il a tout volé. Alors pourquoi ils font ça? Certains me posent toujours la question, c'est simple, hein, ils ont tenté de faire chanter cette société qui leur a dit « Allez vous faire voir, nous on s'en moque, on a les backups ». Oui, sauf qu'ils ont oublié, c'est que ces pirates informatiques, quand ils sont passés, ils ont la plupart du temps exfiltré de la donnée. C'est simple, eux, ils ont diffusé 107 gigas de binaires et de fichiers, impactant 58 jeux, d'accord? Donc ça montre pas... ça montre, plutôt si... la taille du problème. Et dans ces jeux, et comme je vous le disais, donc des jeux dédiés au casino, avec, comme le dit Meumeu, hein, effectivement, des algorithmes pour ce genre de produit. C'est sensible, c'est très sensible. Bref, voilà, on se retrouve avec 500 gigas diffusés, plus 107 avec du contenu vraiment très très sensible. Les pirates informatiques ne s'arrêteront jamais, il est là la problématique. Et dedans, il y a peut-être nos données. Alors, peut-être pas dans les casinos, mais quand ça se fait impacter dans d'autres sites, souvenez-vous des différents sites par exemple en France ou au Québec dernièrement, on est peut-être dedans, et il est là le problème.